Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette sixième webconférence du dispositif REX Bâtiment Performant de l'AQC. Donc, nous sommes encore aujourd'hui assez nombreux. Il y avait plus de 160 inscrits aujourd'hui. Donc, merci de respecter la fermeture des micros et des caméras. Un petit rappel pour vous dire que les précédentes webconférences, elles sont disponibles en replay et les rapports complets sont également dispo dans la mallette pédagogique du dispositif REX Bâtiment Performant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du dispositif RexVP quand vous allez sur la mallette pédagogique ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations, les actus et puis les prochaines webconférences qui auront lieu maintenant après l'été. En attendant que les derniers arrivent pour s'inscrire, je vais vous mettre un petit sondage simplement pour avoir une idée un petit peu du métier de qui vous êtes. Ça permettra d'adapter quelques présentations. Voilà, donc je vous laisse le sondage. Donc vous pouvez répondre à la question pendant que je vais juste vous rappeler les thématiques qui ont été abordées depuis le début du printemps dans le cadre de ce projet Rex Rénovation. Donc, on a traité du sujet de la ventilation simple flux, de la double flux, de l'isolation des rampants en rénovation, de l'éclairage artificiel et puis de l'isolation par l'extérieur. Voilà, donc pendant que j'ai dit ça, je vois que vous avez plutôt répondu. Hop, je vais mettre fin au sondage. Hop. Je vais vous le partager, comme ça vous aurez une idée un petit peu. Voilà, donc on a de la maîtrise d'œuvre, des conseillers faire, formateurs, enseignants, entreprises, bâtiments. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce premier sondage. Du coup, au sommaire aujourd'hui, un bref rappel de ce qu'est le dispositif Rex Bâtiment Performant. Toujours la même chose, hein, pour bien comprendre d'où viennent les retours d'expérience et comment sont choisis les enseignements que nous allons vous présenter. Je laisserai ensuite la parole à Carlos Vasquez, donc, qui est chargé de mission retour d'expérience chez Envirobat BDM, qui nous présentera donc les enseignements du rapport concernant les chauffe-eau thermodynamiques en rénovation. Nous prendrons quelques questions dans la conversation, donc n'hésitez pas à poser vos questions, mais surtout à utiliser cet espace pour échanger entre vous, apporter des réponses, des retours d'expérience, pourquoi pas aussi. Voilà, c'est un espace libre pour vous. On terminera la présentation par une petite présentation de la mallette pédagogique pour vous montrer comment retrouver les informations et puis toutes les ressources qui seront diffusées au cours de ce projet Rex Rénovation, donc jusqu'à la fin de cette année. Pour restituer le contexte, donc l'AQC, c'est une association en loi 1901 qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la construction. Elle regroupe aujourd'hui 49 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions. L'observation, la prévention de produits mise en œuvre, qui est la C2P, et la commission de prévention construction, la CPC. Elle héberge également le secrétariat des grands programmes comme Pacte par le passé, FIBAT, Profil actuellement en métropole ou encore Ombré dans les Outre-mer. Donc les enseignements qui vous sont présentés aujourd'hui par Carlos, ils sont issus de retours d'expérience menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif REX Bâtiment Performant, donc qui est un des observatoires de l'AQC, celui qui est lié aux risques émergents. Ce dispositif REX Bâtiment Performant, il met à l'honneur la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021 et il est financé du coup, sur cette campagne par le programme Profil. Concernant ce programme Profil, donc c'est un programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Donc vous trouverez le lien dans la discussion également. Autrement dit, c'est un programme qui regroupe aujourd'hui 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc, le projet Rex Rénovation est un de ces 9 projets. Concernant le dispositif Rex Bâtiment Performant, c'est un dispositif de retour d'expérience qui est basé sur la collecte sur le terrain, donc réalisé par nos enquêteurs comme Carlos aujourd'hui pour Envirobat BDM. Sur cette campagne de visite, on a eu 10 enquêteurs, donc tous hébergés dans des centres de ressources du réseau Bâtiment Durable et qui mènent ces retours d'expérience sur le territoire. Donc concrètement, ils réalisent des visites de bâtiments performants, ils rencontrent les acteurs qui ont participé à leur conception et à leur réalisation, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprise. Toutes ces données, elles sont ensuite collectées dans une base de données. Donc ça, c'est l'étape 2. On met à disposition une base de données pour qu'ils puissent saisir tout ce qu'ils ont pu voir sur le terrain, tout ce qui a pu être remonté par les acteurs. Puis une analyse, elle est faite selon des critères que l'on souhaite étudier. Donc elle est réalisée via une extraction ad hoc de cette base de données pour retirer les informations essentielles sur le sujet. Donc notamment chauffe-eau thermodynamique pour aujourd'hui.
Sur cette partie d'analyse, on fait appel à des contributeurs experts de la thématique qu'on traite. Cette contribution, elle nous permet d'analyser finement les constats qui ont été observés et puis d'échanger aussi sur la priorisation des enseignements. Quels enseignements on va retenir plus que d'autres? Et puis également d'échanger sur différents points de vue. Donc pour ce rapport, nous avons été accompagnés par Adam Koslo et puis Thierry Udry. Donc ça, c'était la troisième étape. Vient ensuite le temps de la valorisation de ces enseignements. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui via les webconférences, mais on le fait également via la mallette pédagogique sur tous les supports qui vont être diffusés sur cette campagne de visite. Donc des QCM, des études de cas, des photos commentées et puis donc les rapports thématiques que l'on présente via cette webconférence. Donc je vais laisser la parole à Carlos pour vous donner quelques informations sur Envirobat BDM et puis sa mission. Oui, merci Samuel pour la présentation. Donc, moi, je suis Carlos Vasquez, chargé de mission Retour Expérience chez Envirobat BDM. Je voulais profiter tout d'abord pour remercier le travail qu'on a fait avec Adam et Thierry, nos contributeurs. Voilà, les remercier s'ils sont là parmi les publics, je ne sais pas, parce qu'on a échangé sur pas mal de sujets et ils ont, voilà, on a sorti un bon rendu. Donc, je vous présente Envirobat BDM. C'est une association loi 1901 qui est membre du réseau Bâtiments Durables. Nous accompagnons les collectivités, les bailleurs sociaux et les promoteurs afin d'améliorer la qualité environnementale des opérations des bâtiments et des quartiers dans un contexte méditerranéen, donc focalisé en région PACA. Nous sommes organisés en 3 centres. Les premiers, c'est les centres d'évaluation qui développent la démarche BDM et QDM. Les projets qui suivent cette démarche sont évalués en 3 phases, conception, réalisation et usage, lors des commissions ouvertes au public. Nous organisons entre 1 et 2 commissions par mois, donc n'hésitez pas à suivre et à vous abonner à notre newsletter pour y assister, c'est gratuit. Donc, on peut passer au deuxième centre, c'est les centres des ressources. C'est un centre qui analyse les projets BDM et QDM et cela nous permet de tirer des enseignements et de produire des livrables. L'année dernière, on a produit par exemple un guide des bâtiments frugaux en PACA et également un guide de matériaux biosourcés destinés aux collectivités. Tous ces documents, vous pouvez les retrouver sur notre centre des ressources en ligne qui s'appelle Enviroboîte. Donc, vous tapez sur Google Enviroboîte et vous allez retrouver facilement. Et dernièrement, on a un centre de diffusion et de formation qui est dédié à la formation des acteurs du bâtiment. Nous faisons des formations sur les différents types de référentiels de qualité environnementale, la préparation à la RE 2020 et également d'autres types de formations comme la gestion des zones non conventionnelles, la ventilation dans les bâtiments, etc. Donc, il y a un catalogue de formations qui a été mis en ligne il y a 2 ou 3 jours sur notre site web. Donc, vous pouvez les consulter si vous êtes intéressé. Et finalement, je voulais vous en parler du colloque Bâtifrais qu'on organise chaque année. C'est notre grand événement qui rassemble entre 200 et 300 participants. Et c'est un colloque qu'on fait sur la thématique du confort d'été parce que c'est un peu notre cheval de bataille en PACA. Et cette année, voilà, ça sera le 24 septembre, donc vous êtes invités. Et voilà, pour suivre un peu plus tout ce qu'on fait et qui on est, vous pouvez nous voir notre site web, donc envirobatbdm.eu. Ok, merci Carlos. Du coup, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc les chauffe-eau thermodynamiques, notamment dans les opérations de rénovation, puisque la campagne de visite, je vous l'ai dit, a été faite uniquement sur des opérations de rénovation. Donc le rapport, il n'est pas encore disponible dans la mallette pédagogique, il le sera sous une dizaine de jours. Et donc, pour le rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les contributeurs avec qui on a travaillé sur ce sujet pour nous aider à comprendre les constats et à choisir les enseignements, donc Adam Koslo du BE Solaire, et puis Thierry Udry, expert CET. Donc Thierry n'a pas pu se libérer, mais Adam est présent sur la webconférence, donc il pourra participer aussi aux échanges et puis apporter des réponses aux questions que vous pourrez vous poser. Je vais laisser Carlos reprendre la main sur la partie introductive.
Juste un petit élément d'introduction. Donc le sujet de Carlos était le chauffe-eau thermodynamique. Donc il y avait une forte entrée au chaude sanitaire général. Donc vous verrez, il y a des enseignements qu'on a choisi de retenir qui sont spécifiques au chauffe-eau thermodynamique, mais également quelques enseignements qui sont plus généraux sur le sur l'eau chaude sanitaire, parce que c'était des constats très récurrents, encore beaucoup présents sur le terrain. Donc on a choisi de les conserver parmi les 12 enseignements de ce rapport. Donc, Carlos, je te laisse poursuivre sur la partie introductive. Bien sûr. Donc, on va faire une petite introduction sur ce que c'est un chauffe-eau thermodynamique. Moi, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent ce type de technologie, mais bon, c'est bien toujours de rappeler un peu les bases. Donc, c'est simplement un ballon de chaude classique électrique associé à une pompe à chaleur. Donc, nous retrouvons les mêmes éléments inclus dans un chauffe-eau classique, comme une résistance électrique, une anode de protection, un groupe de sécurité, etc. Mais également des éléments propres à une pompe à chaleur, comme un condenseur, un évaporateur, un compresseur ou un ventilateur. Grosso modo, le chauffe-eau thermodynamique prend les calories de l'air et les transmet à la cube d'eau. Donc, on va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs typologies de CET. Sur la diapositive suivante. Donc là, vous voyez quatre images. Donc, on pourrait faire une distinction entre deux gros groupes des chauffe-eau, donc les chauffe-eau aérothermiques qui vont puiser les calories d'une source type air, et les chauffe-eau de type hydrothermique qui vont puiser les calories d'une source de type eau, comme un bassin ou une nappe phréatique. Sur ces rapports, on s'est concentré sur les chauffe-eau de type aérothermique parce que c'est les cas qu'on a retrouvés les plus souvent. On n'a pas assez de cas en chauffe-eau hydrothermique. Donc, on retrouve trois typologies. La première, qui est en haut à gauche, c'est un CET sur air extrait, donc couplé à un IVMC. Il récupère l'air vicié avant qu'il soit éjecté vers l'extérieur. Et on peut récupérer un air, vu que c'est un air intérieur, selon les saisons, en 22, 23 degrés. Ce qui améliore la performance globale du chauffe-eau thermodynamique. À droite, en haut, on a un CET sur air ambiant. Donc, l'air est pris depuis un local non chauffé, de type garage ou buanderie. Et il est souvent pris à entre 13, 14 ou 15 degrés. Là, il faut veiller à un volume particulier du local pour ne pas faire des recirculations de l'air. Et dernièrement, en bas, on a des CET sur air extérieur. Donc, il y a deux exemples à gauche, ce qu'on appelle un B-block. Donc, la PAC est dissociée de la cube. Tous les éléments de type compresseur, ventilateur, évaporateur sont à l'extérieur. Et par contre, à droite, c'est le même élément qu'en haut, monobloc, sauf qu'il est gainé. Et on va rejeter l'air à l'extérieur, on va les prendre aussi de l'extérieur. Donc maintenant, on a vu un peu la théorie pour balayer un peu cette technologie, mais on va passer à la pratique pour voir un peu ce qu'on a retrouvé sur le terrain. Donc, pour ces premiers constats, il est en effet rapporté sur plusieurs opérations une gêne acoustique pour les occupants qui est due au chauffe-eau thermodynamique. Sur cet exemple, on voit que le chauffe-eau, qui est monobloc, donc la PAC elle est située au-dessus de la cube. Le chauffe-eau il est au centre du logement, à proximité des pièces de vie, comme la chambre, vous voyez, les séjours, la cuisine. Il est situé dans un placard dont la porte et les parois ne sont pas isolées acoustiquement. Donc, l'origine de cette non-qualité et que l'emplacement du CET a été fait pour être à proximité des points d'épuisage. Donc, c'est une bonne pratique en soi pour diminuer les longueurs des conduites d'eau et diminuer les pertes de charge. Mais on n'a pas pris en compte les impacts acoustiques dans l'ensemble du logement. On va voir après un deuxième constat sur une autre opération. Dans ce deuxième exemple, le CET est situé à proximité d'une chambre et perturbe le sommeil des occupants.
on voit une cloison qui sépare les locales de la chambre et cette cloison, elle n'est pas isolée acoustiquement. En plus, vous voyez une gaine au-dessus du ballon, une gaine un peu HD qui va filer à droite et va traverser la paroi et cheminer le long de la chambre, bien sûr coffrée par des plaques de plâtre qui ne sont pas isolées. Donc, encore une fois, les risques de nuisance acoustique n'ont pas été anticipés en conception. Les impacts, les principaux impacts de ce type de constat sont bien entendu l'inconfort acoustique par la transmission des bruits aériens et solidiens du compresseur et du ventilateur. Et les vibrations peuvent se transmettre à travers du socle de CET, mais également à travers des parois non isolées. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui n'est pas très joli, mais que voilà, c'est pour que vous voyez un peu le type des nuisances qui peut causer un chauffe-eau. Ou est-ce qu'il peut y avoir des solutions correctives du coup, face à ces constats de non-qualité? Oui, donc les solutions correctives face à ces situations sont d'isoler acoustiquement les parois lorsque cela est possible et de vérifier la désolidarisation du CET et du sol des parois. Donc, il faut toujours bien veiller à ces points. Il peut également être envisagé, si le CET le permet, de programmer les plages de fonctionnement du CET prioritairement sur le temps d'absence des occupants. Donc, si la personne qui occupe le logement travaille les jours, on peut faire fonctionner les CET pendant la journée. D'une façon générale, les bonnes pratiques, c'est de vérifier les puissances acoustiques mentionnées par les fabricants et prescrire une isolation acoustique permettant une atténuation suffisante. Là, je vais vous faire un petit rappel parce que les fournisseurs, ils doivent vous donner une puissance, une valeur des puissances acoustiques. Mais la valeur qui va nous intéresser, ce n'est pas la puissance, c'est la pression acoustique, puisque c'est celle-là qu'on va ressentir et celle-là qui va nous gêner. Et cette pression acoustique, elle varie en fonction de la distance. Donc, selon où il est situé les chauffe-eau dans les logements, il va varier. Selon aussi le type de parois qu'on va mettre à côté et ce qu'on appelle les facteurs de correction des parois. Donc, tout cela, vous pouvez les retrouver des têtes dans les DTU 60.1. Donc, il y a des facteurs de correction en fonction des typologies, en fonction de l'emplacement. Si on les met à l'angle, si on les met voilà, à côté d'une chambre, etc. Donc, également, on peut prévoir des pièges à son sur des passages de gaines, si des passages de gaines sont prévus dans les parois et dans les planchers. Privilégier un CET gainé plutôt que sur air ambiant, parce qu'on va avoir une pression qui va être diminuée d'entre 5 et 6 décibels, donc c'est non négligeable. Privilégier également des gaines en aluminium souple isolé qui ont une bonne performance déjà thermique, mais également acoustique. Et voilà, comme on a vu tout à l'heure, programmer le fonctionnement en journée si le logement est inoccupé pour pouvoir bénéficier du calme en période nocturne. Un exemple de bonne pratique vue sur le terrain, donc c'est un parmi toutes les bonnes pratiques. Voilà, ça c'est un petit exemple qu'on a retrouvé. Donc c'est un logement qui était assez petit, avec un espace très contraint. Et les choix du CET s'est porté sur un CET bibloc. Donc on a sorti la partie entre guillemets bruyante du chauffe-eau avec les compresseurs et les ventilateurs pour se prémunir des bruits. Voilà. Et par contre, il faut faire gaffe quand on fait ce type des choix parce qu'on va enlever les bruits internes, mais il faut toujours faire attention au bruit qui est généré vers l'extérieur, vers les voisinages. Donc, voilà, il faut avoir en tête aussi cette idée. Sachant qu'il il existe des préconisations justement sur les nuisances sonores extérieures aussi. Tout à fait. Et Sur là, l'enseignement suivant, donc là on était sur un enseignement spécifique au chauffe-eau thermodynamique et un autre enseignement qui concerne le fait de maîtriser l'évacuation des condensats.
Tout à fait. Donc, c'est un constat qu'on a vu aussi souvent. Là, sur cette photo, on voit l'évacuation des condensats de la pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur est située au-dessus de la cuve et il y a toujours un petit tuyau qui amène les condensats vers les réseaux des eaux usées. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de siphon dans ces tuyaux déjà ou dans les réseaux en PVC. On va voir également un autre exemple sur la photo suivante. Dans le cas d'unités extérieures, dans lesquels les tuyaux d'évacuation des condensats n'a pas été posé. Donc ça, c'est des cas qu'on retrouve également pour les pompes à chaleur. Donc, je ne vais pas dire que c'est classique, mais on les voit assez souvent. Donc, les principaux risques, on va dissocier les deux images. Donc, dans la première image, il y a un risque d'absence d'écoulement des condensats et de débordement sur la cuve. Donc, en fait, quand on ne met pas un siphon, lorsque le ventilateur de la pompe à chaleur est en fonctionnement, il peut se produire un appel d'air depuis les réseaux des eaux usées vers la pompe à chaleur, puisqu'il n'y a pas de prise d'eau. Et la plage des condensats qui est située entre la cuve et la pompe à chaleur pour justement recueillir ces condensats, on va empêcher ces condensats de s'écouler puisque l'air qui est aspiré vers les hauts, il l'empêche. Donc, cela, ça peut faire potentiellement dysfonctionner la fonction de dégivrage et générer des dégradations par corrosion au niveau de la jaquette. Donc, si ces condensats ils sont pas bien évacués, ils peuvent, si jamais il y a des défauts sur l'étanchéité de la jaquette, ils peuvent avoir des corrosions. Par contre, sur la deuxième image, les risques est plutôt, dans l'image sur l'unité extérieure, les risques est plutôt sur les éléments du bâti environnement, donc des éléments du bâti environnant, des éléments en bois ou une dalle en béton qui n'est pas de pente. Selon la région, en PACA, on ne l'a pas constaté, mais on a des exemples sur d'autres régions sur des risques de chute, puisque ces condensats qui sont laissés à l'extérieur, ils peuvent geler, et si c'est une zone de passage, bah, ça peut générer des chutes. Quelques solutions correctives, puis des bonnes pratiques. Oui, voilà, bah, les solutions correctives, c'est assez simple, c'est de mettre en place un siphon et de nettoyer l'installation pour éviter l'accumulation de poussière, pouvant obturer les tuyaux et empêcher la libre évacuation. Sur la diapo suivante, il y a un extrait voilà, vous le voyez. C'est un schéma d'une notice d'installation d'un chauffe-eau. Voilà, normalement le siphon est installé à l'arrière du CET et il a parfois une pièce spécifique qui est fournie par les fabricants et qui est accrochée à la cuve. Donc, il n'y a pas prise de tête, pas plus que ça, quoi. Donc, parfois, il faut les fabriquer autrement, mais voilà, il faut toujours avoir cette idée en tête. Et pour finir, les bonnes pratiques, c'est pour garantir le bon coulement des condensats, il faut dès la conception vérifier la proximité et la faisabilité d'un raccordement aisé. Il faut également vérifier que les tuyaux d'évacuation n'est pas ni écrasé ni plié, puisque ce tuyau il va se retrouver souvent à l'arrière du chauffe-eau. Et souvent, ces chauffe-eau ils sont bien collés aux parois, donc on a retrouvé des cas des tuyaux un peu pliés ou voire écrasés. Donc, toujours veiller à ça. Et finalement, il ne faut pas toujours accorder cette évacuation à l'égout. Donc, c'est souvent le cas des unités extérieures. Donc, parfois, on ne les évacue pas et il faut toujours garder ça en tête. Ok, juste avant de passer à l'enseignement suivant, je vois que dans la discussion, n'hésitez pas à regarder, vous devez avoir l'option pour choisir de renvoyer votre message à l'ensemble des participants et pas uniquement aux intervenants.
Du coup, sur l'enseignement suivant, on a choisi de le retenir. Donc, il traite du fait de prévoir l'entretien du filtre de la pompe à chaleur du CET. Donc là, il s'agit essentiellement des CET sur air extrait. Tout à fait. C'est CET couplé à une VMC. Et sur ce constat, on voit que dans les tableaux d'affichage d'un chauffe-eau, on aperçoit l'erreur filtre. Donc, c'est une erreur sur les filtres de la PAC qui a été relevée lorsqu'on a fait la visite, mais qui était là depuis quelques mois, puisqu'il y a un entretien régulier de filtres qui n'a pas été fait. Donc, l'origine de ces constats est que le filtre n'a pas été nettoyé depuis la mise en service et il est pourtant encrassé. Voilà une deuxième image. Sur cette image, on voit la partie haute d'un chauffe-eau thermodynamique. Et on voit qu'il y a plusieurs réseaux qui passent au-dessus. Donc, c'est un peu flou l'image, mais on peut apercevoir un cheminement des câbles et une gaine d'extraction d'air. Donc, ces réseaux empêchent les changements du filtre qui s'est fait en déployant la partie haute. Pour certains chauffe-eau thermodynamiques, les changements du filtre se fait en façade, mais cette fois-ci, il s'est fait en déployant vers le haut la partie haute. Donc, il y a des difficultés pour changer les filtres. Donc, les principaux risques sont l'écrasement du filtre qui peut entraîner une perte de performance de la pompe à chaleur associée au chauffe-eau thermodynamique. Une réduction du COP puisque le débit d'air est amoindri, ainsi que l'énergie ou les calories absorbées vers la cube. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de la PAC car les débits d'air sont réduits et pourtant une activation permanente de la résistance électrique. Donc, on ne va pas profiter de la thermodynamique. Également, dans les cas d'un chauffe-eau couplé à une VMC, ça peut générer une mauvaise ventilation hygiénique et des risques associés, des moisissures, condensation, etc. Les solutions correctives sont assez simples. C'est avoir un entretien régulier, rincer ou changer les filtres. En fonction du fabricant, on va pouvoir les rincer ou les changer. Et également engager un contrat d'entretien s'il s'agit d'installations dans du tertiaire ou collectif. Là également, un extrait d'une notice d'utilisation. Et on voit que l'extraction du filtre vers le haut de la PAC. Voilà, donc la notice du chauffe-eau, elle doit être aussi fournie pour que tout le monde puisse profiter de ces informations. Donc, les bonnes pratiques pour ces constats, c'est anticiper les passages des réseaux aux alentours du chauffe-eau et prévoir un espace suffisamment dégagé pour le changement du filtre. Donc, voilà, faire des plans de synthèse entre les différentes corps d'état, surtout tout ce qui est réseau, pour voir l'encombrement de chacun des corps d'état et voir si on peut ou pas installer les chauffe-eau proprement. Fournir une notice d'utilisation du produit à l'utilisateur et informer de la manipulation et de la récurrence pour le changement de filtre. Donc, donner peut-être un carnet d'entretien avec des dates d'échéance, etc. Prévoir un planning d'entretien, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vérifier les périodes d'activation de la résistance électrique. Ça, c'est un point qui peut être intéressant si on a régulièrement contrôle parce qu'on a sur le tableau d'affichage, on peut voir les périodes d'activation de la résistance électrique. Donc, si on voit qu'elle est régulièrement activée, on peut penser qu'il peut y avoir un problème du filtre. Donc, c'est peut-être un point de vigilance à avoir. Et finalement, s'assurer que l'implantation du CET s'est fait dans un local, ne se fait pas dans un local qui a forte présence de poussière, justement pour améliorer pour pas avoir une cadence très forte des changements des filtres. Donc, juste un petit tour sur les discussions et notamment répondre à la question de savoir si on allait parler des rendements réels des différentes options de mise en œuvre. Donc, juste pour rappel, dans le dispositif RICE-BP, on est sur une campagne qualitative et non quantitative. Donc, il n'y a pas du tout de statistiques sur quelle typologie on a vu, etc.
Il n'y a pas eu de campagne de mesure sur les consommations de ces CET, puisqu'il faudrait le faire sur des périodes relativement longues. Cependant, en conclusion, on y reviendra. Voilà, on vous dirigera vers d'autres ressources, d'autres références qui permettront d'avoir des éléments de compréhension et puis peut-être de comparaison. Juste avant de poursuivre sur l'enseignement suivant, je souhaitais faire juste un petit aparté sur le protocole d'appréciation du confort et des ambiances qu'on a à disposition dans la campagne d'enquête. J'en parle ici puisque du coup c'est un protocole que sur nos 10 enquêteurs, il y a 4 enquêteurs qui étaient équipés d'une mallette de mesure qui permettait, au-delà de la constatation sur le terrain et puis des échanges avec les interlocuteurs, de mener quand même quelques mesures. Et notamment, donc sur il y a 16 indicateurs dans le protocole, mais il évolue, il y en aura un petit peu plus en fin d'année. Donc, ce sont des indicateurs de confort hygrothermique, de confort acoustique, visuel, qualité de l'air intérieur, renouvellement de l'air, et aussi sur l'eau chaude sanitaire. Donc, sur certains enseignements, vous verrez dans les constats qu'on a faits, ils sont aussi alimentés par ces retours, et notamment pour la partie eau chaude sanitaire, on a 3 indicateurs, dont un qui est la température au point de puisage et qui permet aussi, nous, d'argumenter un petit peu sur certains constats qu'on a pu faire. Donc, je vous invite à aller consulter ce protocole qui est disponible pour tout le monde. Nous, on le met en œuvre dans le cadre du dispositif, mais il est accessible et il peut être mis en œuvre avec tout le monde. Et du coup, dans ce protocole, vous aurez pour chaque indicateur des fiches qui vous expliquent quel type de matériel il faut utiliser, pourquoi on fait cette mesure, qu'est-ce qu'on cherche à montrer pour ces différents indicateurs. Et vous avez le petit détail de comment mener la mesure. Et vous avez également pour chaque fiche indicateur des références et puis des valeurs de référence pour savoir à quoi comparer ma mesure. Donc voilà, c'est juste un petit rappel et ça va permettre d'illustrer le prochain enseignement qui est justement lié à la température de l'eau chaude sanitaire et notamment le fait de maîtriser les risques de brûlure. Donc je te laisse poursuivre, Carlos, sur ce constat. Tout à fait. Donc, pour ces constats, on voit sur cette image l'arrière d'un chauffe-eau. Donc, c'est une image qui est prise d'en haut et notamment la sortie d'eau chaude à partir de la cuve. On aperçoit déjà une accessibilité qui est un peu réduite. Donc, je vous parlais tout à l'heure des parois qui sont assez collées souvent au chauffe-eau. Mais également, on voit une absence de mitigeur thermostatique, donc pour contrôler la température des sorties d'eau chaude. Parallèlement à ces constats, on a pris des mesures sur la température au point de puisage qui nous indiquait des températures aux alentours des 62 63 degrés, puisqu'il n'y avait pas de mitigeur non plus au niveau des points de puisage. Concernant les risques, là, il y a juste un risque, c'est les risques des brûlures. Qui n'est pas anodin. Donc, c'est une disposition qui provoque ces risques. Et pour rappel, je vous ai mis un extrait en bas de l'arrêté du 30 novembre 2005 sur les installations de chauffage et eau chaude sanitaire pour les bâtiments d'habitation, bureaux et ERP. Et on voit que la température doit être limitée à 50 degrés pour les toilettes, à 60 pour les autres pièces. Donc, c'est le cas d'une cuisine. Et dans la plupart des cas, les CET alimentent indistinctement les toilettes et la cuisine, donc sans faire différence de température. Donc, il faut prendre en compte, prendre les cas les plus défavorables avec les toilettes. Comme solution corrective, c'est installer un organe mécanique de sécurité qui limite la température à 50 degrés. Il peut être positionné à la sortie du ballon, comme on n'a pas vu sur la photo, mais il peut être également positionné en amont des pièces humides, comme sur les petits schémas que je vous ai mis ici. Soit vous pouvez mettre un mitigeur en amont, à la rentrée de la salle des bains, qui va alimenter les deux sanitaires, ou soit en bas, vous voyez un mitigeur ou un organe de contrôle de température pour chaque sanitaire. Sur l'image en robinet thermostatique, donc c'est un exemple de mitigeur posé à la sortie d'eau chaude d'un chauffe-eau. C'est assez facile de voir un peu le fonctionnement. On voit que les mélanges d'eau chaude à droite qui se mélangent à l'eau chaude, à l'eau froide qui est à gauche, et en descendant on ne le voit pas très bien, mais il y a l'eau mitigée qui se dirige vers les sanitaires.
Voilà. Donc, on peut également noter que sur cette image, les réseaux d'eau chaude, ils auraient dû être calorifugés. Voilà. Donc, les bonnes pratiques peuvent être d'installer un chauffe-eau thermodynamique en sortie des productions ou au plus près des points de puissage, en fonction des configurations et notamment de le respect des préconisations face au risque de développement de légionelles. Donc voilà, montée en température, bras morse, toutes ces informations sur le légionelle, vous les avez aussi sur l'arrêté qu'on a vu tout à l'heure du 30 novembre. Et il parle notamment des contrôles de température vis-à-vis des aérosols, parce que c'est ça qui fait un peu, la problématique des légionelles, c'est les aérosols. Et on va voir qu'en fonction du volume de stockage et également du volume du réseau de distribution, on va devoir mettre différents types de températures pour contrôler ces risques. Ok, merci. Du coup, ce qu'on vous propose pour le prochain enseignement, plutôt que le dérouler comme on l'a fait précédemment, c'est de vous proposer de participer. Et du coup, donc c'est le sujet qui est celui de connaître et utiliser les différents modes de fonctionnement du CET. Donc, Carlo, je te laisse lire la question. Je vais partager le sondage pendant ce temps-là. Oui. Bon, elle est un peu longue, donc vous allez avoir le temps de répondre. Donc, alors, la régulation du chauffe-eau thermodynamique est un facteur important pour garantir un COP élevé. On trouve 4 modes de fonctionnement, thermodynamique, automatique, accéléré ou boost, ou absence. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Et voilà, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. A. Les modes thermodynamiques n'autorisent que le fonctionnement de la pompe à chaleur. La résistance électrique ne peut pas se déclencher. B. En mode thermodynamique, les besoins en eau chaude sanitaire sont garantis même si la température de l'air à la source est en dehors de la plage de fonctionnement de la PAC. C. Les modes automatiques autorisent l'appoint électrique pour compléter les besoins d'eau chaude. D. En mode automatique, les besoins en eau chaude sont garantis même si la température d'air à la source est en dehors de la plage de fonctionnement de la PAC. Et dernièrement, lors d'une période de forte occupation, soit des visites ou des week-ends en famille, le mode accéléré au boost permet de faire face rapidement à une demande importante et ponctuelle d'eau chaude. Bon. Et donc, du coup, je vais vous partager un peu de temps pour les répondre. réponses avec. J'attends encore quelques secondes, histoire que tout le monde puisse y Oui, parce participer. qu'il y a du texte à lire. Tac, voilà, je vais mettre fin au sondage. Donc, on voit globalement que la proposition 2, elle recueille très peu de réponses. C'est plutôt bien. Et du coup, je te laisse poursuivre du coup sur ce. OK. Bon, les réponses possibles, c'était la A, la D, la E. On va pouvoir les voir sur la diapo suivante, un peu en complément des réponses. Donc, on voit qu'il y a les deux modes les plus fréquemment utilisés, c'est les modes thermodynamiques et les modes auto. Les modes boost et absence sont utilisés pour des périodes un peu ponctuelles, lorsqu'on quitte les logements ou lorsqu'on a des visites. Pour le mode thermodynamique, les chauffe-eau utilisent seulement la pompe à chaleur, donc la résistance électrique n'est pas autorisée à fonctionner. Et tandis que pour les modes auto, la résistance électrique, elle vient en appui du mode thermodynamique, donc de la pompe à chaleur. Donc, ça permet d'intervenir au cas où la pompe à chaleur n'arrive pas à garantir les besoins en eau chaude. Voilà, c'est un complément qu'il fait. Pour le mode boost, il répond à une forte augmentation des besoins d'eau chaude, donc vous l'avez bien répondu. Comme ça peut être la visite d'une famille, des amis ou autre. Et le mode absence permet d'économiser de l'énergie lors de longues périodes d'inoccupation, donc départ en vacances, etc. Il faut noter juste par rapport aux légionelles que souvent les modes absence, quand on revient au logement et on remet la machine en route, donc on remet les modes thermodynamiques auto, il y a souvent
un mode anti-légionnel qui s'active automatiquement. Voilà, pour récupérer un peu ces concepts. Et du coup, par rapport à cet enseignement, on a un exemple de constat de non-qualité justement sur l'utilisation, ou plutôt la non-utilisation de la fonction absence. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, donc pour la visite de ces logements, on s'est aperçu que pendant l'absence prolongée du locataire, les chauffe-eau avaient été disjonctés volontairement. Voilà, donc ça reflète une méconnaissance des modes de fonctionnement du CET, puisqu'il aurait pu les mettre en mode absence tout simplement. Il s'agit d'un exemple parmi d'autres, hein, donc on a retrouvé d'autres exemples de mauvaises utilisations du chauffe-eau. Donc les impacts, c'est en fonction justement du mode qu'on va négliger. Donc si le mode absence n'est pas programmé, il a une surconsommation lors des périodes d'absence et la qualité d'air peut être compromise dans les cas d'un CET sur air extrait. Donc, c'était le cas de l'image d'avant. C'était un CET couplé à une VMC. Et vu qu'il était disjoncté, la VMC ne marchait pas. Donc, dans le cas d'un bâtiment performant qui est bien étanche à l'air, ça peut provoquer des problèmes, des moisissures et des condensations. Également, si le mode accéléré au boost n'est pas programmé, il peut y avoir un manque d'eau chaude lors des fortes occupations des visites, etc. Si le mode éco au thermodynamique est maintenu lors des périodes très froides, les volumes d'eau chaude peuvent s'avérer insuffisants car les résistances électriques ne peuvent pas prendre les relais. Voilà, donc c'est le concept des plages de fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, elle est calibrée pour fonctionner entre une température basse et une température haute. Dès lors qu'on dépasse cette température, on va avoir du mal à la faire fonctionner. Et si on garde les modes éco, on n'aura pas assez d'eau chaude. Également, si le mode thermodynamique n'est jamais utilisé, il y a un risque de ne pas réaliser des économies d'énergie puisqu'on va être toujours avec l'activation de la résistance, etc. Voilà, donc les solutions correctives, c'est l'effet de fournir un livret de fonctionnement voilà, ces types de livrets ne sont pas toujours fournis, mais voilà, il faut veiller quand on installe ce type de produit, il faut toujours fournir un livret d'utilisation, mais également compléter ces informations par une explication. Donc, l'installateur, il devrait prendre du temps pour expliquer à l'utilisateur chaque mode et les conséquences ou des mauvaises utilisations de chaque mode. Les bonnes pratiques, donc on peut également prendre un contrat de suivi des performances pour du collectif ou du tertiaire. Et comme dit précédemment, il faut prendre le temps d'expliquer aux utilisateurs la différence entre un CET thermodynamique et un CET classique et faire un petit point de vigilance par rapport à la qualité de l'air s'il s'agit d'un CET sur air extrait. Ok, du coup, on va poursuivre sur le prochain enseignement, donc, qui était plutôt dans l'idée d'optimiser la température de consigne. Tout à fait. Donc là, c'est le cas d'un chauffe-eau thermodynamique qui remplace un ancien chauffe-eau classique. Et on constate que la température sur le tableau d'affichage est de 62 degrés. Et elle est très haute pour un chauffe-eau thermodynamique, puisque la plupart, enfin, normalement, un chauffe-eau thermodynamique, il doit fonctionner entre 50, 52 ou 54, en fonction bien sûr du volume d'eau chaude nécessaire. Et justement, ces températures de 62, 63, etc., c'est pour des chauffe-eau classiques électriques. Donc, on voit qu'ils ont gardé les vieilles habitudes parce qu'ils n'ont pas été avertis de ça. Donc, cela, ça peut provoquer une baisse du COP, puisque la température à atteindre, la température des consignes, elle est plus forte, enfin, elle est plus élevée. Donc, les deltas entre la source froide de l'air et la température haute, elle est plus élevée. Donc, on va avoir un rendement qui est plus faible. Tout cela provoque un surcoût et un amortissement plus long de l'investissement.
Et également, une température plus haute peut provoquer une augmentation de la durée des montées en température, donc une diminution de la durabilité du compresseur. Donc, si un chauffe-eau thermodynamique il est conçu pour être à 53, 54, avec une montée en température de 7, 8 heures, 9 heures, si jamais on met une température plus haute, ben, cette durée des montées en température, elle va être plus longue et on va solliciter plus les compresseurs. Donc, il va être surexploité. Et également, la résistance électrique peut également être sollicitée plus que d'habitude pour justement pallier ces manques de la pompe à chaleur et compléter pour arriver à cette température, provoquant une surconsommation électrique. Donc, les solutions correctives, c'est adapter la température des consignes selon les volumes d'eau utiles, mais également selon les variations d'occupation, de visites, week-end en famille, etc. Un exemple de bonne pratique, c'est un extrait d'une notice d'utilisation d'un fabricant. C'est un petit tableau qui est assez parlant, puisque selon un modèle, là c'est un modèle de 200 litres, on nous préconise une température des consignes selon, c'est une valeur qui peut être judicieuse pour un logement, donc le nombre de douches qu'on prend par jour. Et vous voyez que sur le tableau que la température des consignes, elle est préconisée aux alentours de 50, 55 jusqu'à 6 douches par jour. Donc, c'est assez conséquent. Et c'est seulement à partir de 7, 8, 9 qu'on commence vraiment à monter la température 60, 65, etc. Donc, les bonnes pratiques sont également vérifier que la température des consignes reste dans la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur pour empêcher justement que la résistance électrique soit activée automatiquement et réaliser également en amont un calcul des besoins réels et respecter les consignes des fabricants. Voilà, donc un petit rappel sur la légionelle et le respect des préconisations, surtout pour les stockages de plus de 400 litres. Ok, merci. Et du coup, pour aujourd'hui, un dernier renseignement sur les 12 qu'on a retenus. On va vous les lister, hein, ceux qu'on n'a pas détaillés aujourd'hui. Mais en tout cas, on va terminer sur celui-ci, qui est celui de vérifier la compatibilité du chauffe-eau thermodynamique pour un usage sur air extrait. Donc, encore une fois, issus de constats sur le terrain. Je te laisse développer, Carlos. Oui, donc ce chauffe-eau, on constate qu'il a été branché sur une VMC, alors que sur la fiche technique, il semble fait pour l'air ambiant ou extérieur. Donc, il faut savoir que selon chaque produit, selon chaque typologie, le fonctionnement du compresseur, le fonctionnement interne de la pompe à chaleur, vis-à-vis des débits, vis-à-vis des rendements, c'est pas les mêmes. Donc, il faut adapter justement les chauffe-eau à chaque environnement. Et l'origine de ces constats est l'absence de contrôle lors de la livraison du produit. Donc, il n'y a pas eu de contrôle quand l'échauffe-eau a été réceptionné, ainsi qu'un manque de coordination pendant le chantier. Donc, les impacts, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les débits d'air ne sont pas adaptés, puisque les débits d'air d'un CET ambiant ou gainé sont plus importants qu'un CET de type BMC. La forte vitesse de l'air circulant par les gaines VMC génère du bruit non maîtrisé. Donc, vu qu'on va faire passer de l'air plus vite qu'est prévu sur les réseaux des VMC, cela peut générer un bruit sur l'installation qui n'est pas maîtrisé. Les besoins en eau chaude peuvent être impactés et non garantis. Et si le débit est plus élevé sur les réseaux de VMC, les déperditions thermiques dans les volumes chauffés sont plus importantes puisqu'on va soutirer un volume plus important d'air à travers des bouches d'extraction d'air. Ces volumes d'air, il va enlever également plus de calories qui est prévu dans les calculs. Il peut être aussi intéressant de savoir que la garantie du fabricant n'est plus valable car l'usage du produit n'est pas adapté. Donc, ça, c'est un point très important. Et également la détérioration de l'évaporateur,
car comme Samuel l'a dit tout à l'heure, un CET ambient n'a pas de filtre comme un CET VMC. Donc, s'il n'y a pas de filtre, l'air vicié, il peut endommager plus rapidement, en tout cas, l'évaporateur. Les solutions correctives, c'est dissocier les CET de la VMC et prévoir immédiatement une solution de remplacement, même si ce n'est pas évident. Et étudier la possibilité d'un changement de typologie des CET. Ça, c'est plus compliqué de le faire après coup, mais voilà. C'est pour ça que dans les bonnes pratiques, il faut toujours étudier en amont la faisabilité du projet par rapport au bâti. Vérifier lors de la livraison du CET la conformité du produit par rapport aux prescriptions et à l'usage prévu. Et petit point de vigilance sur la ventilation. Il est possible de vérifier à la réception de l'eau ventilation les débits et les pressions aux bouches d'extraction dans les pièces humides pour voir s'il y a une corrélation, voilà, si tout est en ordre. Ok, merci Carlos. Du coup, par rapport à cette dernière diapo, on peut rappeler deux éléments. Le premier, c'est dans le cadre du programme Profil et notamment du projet qui s'appelle Procédure interne. Il a été mis à disposition des fiches de contrôle à réception. Et donc, il y a c'est des documents qui doivent être utilisés à réception justement pour vérifier la conformité du produit, etc. Donc, vous avez toute la procédure de réception qui est expliquée et puis les points clés, notamment par rapport au chauffe-eau thermodynamique, puisque vous avez une quarantaine de fiches qui existent, dont une spécifique sur le chauffe-eau thermodynamique qui vous permet de checker les points qui ont été bien validés à la réception. Et le deuxième point qui fait un petit rappel sur le protocole que j'ai présenté tout à l'heure, puisque là, quand on est sur un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait, avec ce protocole, nous, on a la possibilité de contrôler les débits. Donc, ça permet de voir soit il y a trop de débit aux bouches d'extraction ou inversement, il y a un souci de débit trop faible. Donc, voilà, juste deux points complémentaires sur cet enseignement. Voilà les enseignements qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je vous ai dit, il y en a d'autres qu'on n'a pas détaillés. L'objectif, c'est de faire un petit peu une mise en bouche de ce rapport. Voilà, il faut savoir que sur les enseignements autres qui sont développés, on a un enseignement sur le fait de prévoir le calorifugage de l'ensemble du réseau hydraulique. Donc là, on n'est pas sur un enseignement spécifique CET, mais c'est quelque chose qu'on a quasiment systématiquement sur les opérations. On a soit un calorifugage incomplet ou pas adapté. Un enseignement non spécifique également sur le fait de réaliser l'entretien du groupe sécurité. Ça, c'est très, très récurrent également. L'enseignement sur le fait de maîtriser la qualité de l'eau entrant dans le CET. Donc là, c'est vraiment une question de durabilité et puis de territoire aussi, en fonction de la qualité de l'eau. Si on a une eau plutôt calcaire ou inversement une eau plutôt douce, on n'aura pas les mêmes préconisations en termes de sécurité et puis de prescription de protection. On a un enseignement également qui traitera du fait de dimensionner l'installation au plus près des besoins réels. Globalement, le constat le plus récurrent qu'on a pu rencontrer, c'était des surdimensionnements de ces ballons de chauffe-eau thermodynamiques et du coup de surconsommation. Et finalement, on aurait pu optimiser le dimensionnement pour y faire des économies d'énergie. Et enfin, un dernier enseignement qui est le fait de prévoir et de conserver un accès aisé à l'ensemble de l'installation. Puisqu'encore une fois, alors peut-être que c'est lié aussi au cadre de rénovation, le manque de place, etc. Mais dans tous les cas, ou alors des éléments qui ont été rapportés a posteriori de la mise en place du chauffe-eau thermodynamique. Mais c'est aussi des constats assez récurrents et importants, puisqu'ils découlent après l'entretien, la manipulation du groupe sécurité, etc. Donc ça, voilà, ce sont les autres enseignements qui figureront dans le rapport. Quelques mots de conclusion, Carlos? Oui, donc voilà, donc pour conclure un peu cette présentation, les trois enjeux majeurs pour le choix d'un chauffe-eau thermodynamique, moi je dirais que on les a divisés en trois. Les enjeux sanitaires, donc on a parlé du risque des brûlures, on a parlé un petit peu de la légionelle, que vous pourrez retrouver sur l'arrêté qu'on a évoqué. Et on a parlé également du bruit et des nuisances acoustiques, voilà, troubles de sommeil, etc. Deuxièmement, on a les enjeux sur la durabilité de l'installation. On ne l'a pas évoqué sur cette présentation, mais il y a comme tu l'as évoqué tout à l'heure, l'entretien de l'installation, que ce soit du groupe de sécurité ou du réseau hydraulique. On a parlé des condensats et de l'écoulement, des filtres, et également on parle sur les rapports, mais pas ici, sur la qualité de l'eau, sur les différents types d'anodes de protection en fonction du type d'eau, si c'est dur ou douce. Ça, vous pouvez les retrouver sur les rapports. Et finalement, des enjeux sur la performance. J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite question sur les rendements réels.
Voilà, donc on n'en parle pas sur ces rapports, mais je peux vous envoyer sur ces liens. C'est un suivi instrumenté des vents chauffe-eau qui a été fait dans les programmes PACT. Des têtes, c'était en 2014-2015. Donc, c'est un rapport des mesures vraiment des chauffe-eau thermodynamiques et des performances. Voilà, vous pouvez les retrouver sur Internet si vous tapez cette adresse. Pour compléter, du coup, par rapport aux réactions dans la conversation, notamment sur le sujet des réseaux aérauliques, on ne le traite pas dans ce rapport-là, mais je vous invite à consulter le rapport ou la webconférence sur le sujet de la ventilation simple flux, puisqu'on retrouvera les défauts sur le circuit aéraulique dans ce rapport. Donc oui, ça aura forcément une incidence sur je vous dis, hein, sur les comment ça s'appelle, les pertes de charge, la bonne mise en place des gaines, des bouches, etc. Pour compléter également en termes de références, juste reciter, mais ça vous retrouverez toutes ces références dans le rapport également. Le NFDTU 6516, hein, il y a toute une partie sur le chauffe-eau thermodynamique, c'est le DTU installation de pompe à chaleur, mais il y a toute une grande partie sur le chauffe-eau thermodynamique qui a été ajouté, donc c'est le DTU de juin 2017. Vous avez également donc le guidrage dont vient de parler Carlos. Le calepin de chantier aussi, chauffe-eau thermodynamique, vous allez retrouver de manière peut-être plus adaptée aux versions chantier, enfin configuration chantier, des éléments, des petits mémos. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Avant de terminer, de vous présenter la mallette pédagogique, juste quelques petits rappels, puisque là aujourd'hui c'était la dernière webconférence avant l'été. On se retrouvera à partir d'octobre pour les 4 dernières webconférences qui traiteront d'isolation des planchers bas en rénovation, des pompes à chaleur, donc un peu plus générique que simplement les CET. On parlera également des chaufferies biomasse. On parlera aussi de la conception et dimensionnement des équipements en rénovation. Donc, on a orienté sur certaines noms de qualité. On ne sera pas exhaustif, mais voilà les points les plus forts, les retours les plus forts qui ont été faits sur ce sujet-là. Et du coup, donc on se retrouve en octobre, puisque en septembre, il y aura le lancement du MOOC Risque et bon réflexe, rénovation performante. Donc, je vous invite vraiment à consulter les newsletters et puis les actus de ce côté-là pour avoir toutes les informations sur ce MOOC à partir du mois de septembre. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous diffuser la petite vidéo. Hop, alors j'espère que vous êtes sur le bon écran. La petite vidéo de la mallette pédagogique qui est mise à votre disposition, donc sur www.dispositifrexbp.com. Donc c'est un outil qu'on a voulu adapter aux différentes cibles, hein. C'est aussi pour ça que je vous demandais un peu vos cœurs de métier, puisque vous pouvez rentrer par vos cœurs de métier dans le site. Comme ça, l'information elle sera déjà pré-triée et on vous orientera plus vers des éléments qui semblent, des formats qui correspondent plus à vos recherches. Vous aurez accès à l'ensemble des informations. C'est simplement une simplification de la recherche des informations, donc UCM, études de cas, rapport technique, études de cas, photos commentées, pardon, ce que je voulais dire. Et donc, vous avez la possibilité de toucher toutes les thématiques par voie opaque, par voie vitrée, chauffage et refroidissement, eau chaude sanitaire, tout ce qui concerne le pilotage également, et puis toute la partie réglementaire. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous remercie de votre participation. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des réactions dans la discussion. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous après l'été pour le MOOC au mois de septembre et puis pour les dernières webconférences octobre, novembre et puis début décembre. Merci à tous et bonne journée. Merci. Oui, bonne journée. Salut Carlos.